Il est 21h, bienvenue dans le Grand JT sur CNews. François de Rugy au perchoir, le député La République En Marche a été élu cet après-midi président de l'Assemblée nationale. Manuel Valls, lui, ne siégera pas au sein du groupe socialiste, mais avec la majorité En Marche, l'ancien Premier ministre quitte son parti après 37 ans de socialisme. Une gigantesque cyberattaque mondiale, elle a visé plusieurs multinationales américaines et européennes. Le parquet de Paris ouvre une enquête. Donald Trump fera-t-il son premier voyage officiel en France le 14 juillet prochain? Emmanuel Macron, en tout cas, l'a invité. Le président américain a assisté au défilé. On ira retrouver Elisabeth Guedel à New York. Et mon invité, c'est Philippe Vigier, président du groupe UDI à l'Assemblée nationale. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de CNews. Vous avez donc un nouveau président au Palais Bourbon, François de Rugy, qui a été élu, le député de la Loire-Atlantique, qui va donc monter au perchoir, élu à la majorité absolue dès le premier tour par le groupe La République En Marche, puis donc par l'ensemble de l'hémicycle, ex-écolo. Il a participé à la primaire de la gauche avant de rejoindre le parti d'Emmanuel Macron. Qui est François de Rugy? Son portrait avec Jonathan Van der Vogt. Nous souhaitons votre réussite parce que nous souhaitons la réussite de notre pays. C'était en 2014. François de Rugy, alors coprésident du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, vote la confiance au gouvernement de Manuel Valls. Peu après, il devient vice-président de l'institution. Mais le député de Loire-Atlantique vise plus haut. Le perchoir, il explique pourquoi. Moi, ma candidature, elle s'appuie sur deux piliers. En effet, l'expérience que je suis prêt à transmettre, à mettre au service de la majorité et de l'Assemblée nationale. Et puis, par ailleurs, une ambition de réforme. Diplômé de Sciences Po, il commence à 24 ans sa carrière politique chez les Verts. 10 ans plus tard, il est élu député avec le soutien du PS, puis est élu une seconde fois en 2012. En janvier dernier, il se présente à la primaire face au poids lourd de la gauche, mais obtient moins de 4% des voix au premier tour. Mais j'avais dit que je serais le candidat du parler vrai et je le serai jusqu'au bout. Un mois après, malgré son engagement de soutenir le vainqueur de la primaire socialiste à la présidentielle, François de Rugy se tourne vers le candidat Emmanuel Macron. Un ralliement qui l'a sans doute aidé à monter au perchoir de l'Assemblée. Le député veut renforcer la légitimité démocratique de l'institution et mettre fin, dit-il, à un théâtre d'excès et de caricatures. Philippe Vigier, il vous plaît, le président de l'Assemblée nationale? Écoutez, je connais bien, on est arrivés ensemble en 2007 à l'Assemblée. Nous avons d'ailleurs même conduit une mission sur les aides aux entreprises. Je pense que c'est un député expérimenté. Son parcours vient d'être rappelé. Il a indiqué dans son discours au démarrage qu'il voulait changer un peu les méthodes de fonctionnement de l'Assemblée, qui en a bien besoin pour qu'elle devienne efficace, et en disant qu'il faut que l'Assemblée soit respectée, et pour cela, il faut qu'elle soit respectable. Écoutez, laissons-le faire, et je lui fais confiance. C'est notre président de l'ensemble des députés. Vous avez voté pour lui? Je n'ai pas voté pour lui, nous avions une candidate, et c'est normal que je soutienne cette candidate. Mais vous êtes satisfait et vous le soutenez donc, vous l'encouragez en tout cas dans sa nouvelle tâche. Le président de l'Assemblée nationale, par définition, c'est le président de tous les députés, quelle que soit leur sensibilité politique. L'Assemblée, c'est le lieu où se fait la loi, donc il faut que ce soit une institution efficace. Alors justement, nouvel hémicycle, nouveaux députés et certains de l'opposition qui se sont déjà fait remarquer. L'analyse de Julien Henny. Il y a cette image qui ne manquera pas d'être largement commentée dans les prochaines heures et même jusqu'à demain, celle de François Ruffin. Les hasards des patronymes, des noms de famille font qu'avec François de Rugy, ils étaient voisins au moment de l'élection du député de Loire-Atlantique au perchoir. On vient d'en parler en longueur et vous allez le voir sur ces images. Ça a été déjà très commenté sur les réseaux sociaux. François Ruffin, député de la Somme, proche de Jean-Luc Mélenchon, membre de son groupe de la France Insoumise, de façon ostentatoire est resté assis. Déjà, il ne respectait pas le code vestimentaire. Il était en veste, sans cravate. Et vous allez le voir, contrairement à l'intégralité de l'hémicycle, ou presque, on va en parler, eh bien, il n'a pas respecté la standing ovation. Vous le voyez avec sa chemise bleue ciel à gauche de François de Rugy. Il reste assis, il n'applaudit pas, comme une marque de rébellion à l'égard d'une politique qu'il ne soutient pas. Certains pointent déjà, au contraire, un manque de politesse républicaine. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de François Ruffin? Provocation une fois de plus. Ça sert à quoi? Les Français en ont marre de ces comportements. Les Français, ils veulent des élus qui s'occupent d'eux. Ils ne veulent pas, des élus qui arrivent sans cravate, qui sont là pour eux. Alors qu'est-ce qui vous choque? La tenue d'abord? Non, mais c'est la tenue, c'est même. Il ne s'est pas levé lorsque le président de la République, de l'Assemblée nationale a été élu. Il y a une tradition. C'est pas le seul.
Mais écoutez, il y a un Jean-Luc minimum. Mélenchon, Quand on Front se voit dans la National. rue, quand on se connaît, on se dit bonjour. Vous voyez, c'est tout simple. On a pensé à nos enfants. Eh bien, lorsqu'à l'Assemblée nationale, le président arrive, tout le monde se lève. C'est le respect républicain. Eh bien, moi, je trouve qu'une fois de plus, M. Mélenchon, il faut que je lui dise, les meetings, c'est fini. Maintenant, on bosse, on est dans l'hémicycle et on travaille. Vous trouvez qu'il prend un peu l'Assemblée nationale pour un nouvel endroit pour exercer ses talents de tribun, d'orateur, et qu'il n'a pas vraiment compris le but de Écoutez, j'espère que ça ne sera pas uniquement un débat, un dialogue entre Jean-Luc Mélenchon, Mme Le Pen. En tout cas, nous, on sera là pour leur rappeler que c'est un lieu où on doit faire la loi, fabriquer cette loi. On doit le faire avec un engagement, on doit le faire avec sérieux. Une fois de plus, j'insiste là-dessus, on a tous oublié qu'il y a moins d'un électeur sur deux qui a voté dimanche dernier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut recréer ces liens de confiance. Eh bien, ça passe par le respect des institutions républicaines, et en particulier l'Assemblée nationale. C'est écrit dans le règlement qu'il faut porter une veste et une Absolument. cravate? Un député doit Il m'est forcément arrivé avoir une journée, je peux vous dire, j'arrivais en courant de ma circonscription, j'avais des amendements, je n'avais pas de cravate, les huissiers m'ont dit, monsieur Vigier, il faut mettre une cravate, et puis j'ai respecté cela. Mais au-delà de Alors, ce, comment il a fait au-delà pour de rentrer ce dans symbole, l'hémicycle, au-delà de ce symbole de la cravate, il y a le vie du Parlement, eh bien, c'est une vie qu'il faut simplement respecter dans son fonctionnement, comme on le fait dans les lieux publics, comme on le fait à l'école, comme on l'apprend, je pense que c'est le vivre ensemble. Vous savez, le vivre ensemble, c'est très important. Mais moi, j'y tiens. Donc vous voyez un manque de respect de la Je part vois un du manque de gouvernement. respect, une provocation. Vis-à-vis de des plus. électeurs ou vis-à-vis de ses collègues à l'Assemblée nationale? Mais vis-à-vis de tout le monde. Mais l'image que l'on renvoie. Vous savez, on critique souvent les questions d'actualité au gouvernement qui ont lieu, comme vous le savez, à 15h et à 16h le mardi et mercredi. Et on dit il y a trop de bruit, les députés. Absolument. Mais alors, écoutez. Claude Barthelone n'avait rappelé sans arrêt qu'il fallait avoir un autre comportement. D'ailleurs, François de Rugy l'a très bien dit à un moment. Il a dit attention à ce que cette Assemblée, justement, ne soit pas uniquement les oppositions oratoires pour s'opposer, mais que ce soit un lieu de construction de la loi. En tout cas, j'en forme le vœu pour que cette Assemblée soit efficace. C'est l'exigence et c'est ce que l'on doit aux Français. Mais alors comment ça se fait que vous, on ne vous a pas laissé rentrer sans cravate, mais que François Mais c'était il y a Ruffin quelques rentre sans années. veste? On est plus Oh, mais parce qu'ils ont forcé tous les barrages, voilà, ils se croient tout permis. Mais non, je suis désolé, on respecte une fois de plus les institutions de la République. Alors, il y a désormais un groupe La République En Marche également au Sénat. Il a été créé aujourd'hui. Il comprend au moins 25 sénateurs parlementaires et François Patriat aimerait bien le présider. Nous voulons que les sénateurs En Marche, qui appartiennent au parti du président de la République, puissent s'exprimer à la fois librement et avec beaucoup de force dans le soutien que nous apportons aujourd'hui au président de la République et au chef du gouvernement. Nous serons un peu plus de 30. Donc c'est un groupe qui est conséquent, qui est appelé à devenir, je pense, le deuxième groupe du Sénat dans les temps futurs. Nous sommes socialistes. Donc nous restons aujourd'hui dans ce cadre-là. Le groupe socialiste est uni et à plus de 80%, il a voté dans une direction. Donc c'est maintenant ce que je dois porter, c'est la voix de ce groupe uni. Et tous les collègues ont dit que nous restions ensemble. Alors, les socialistes pas très contents. Vous en pensez quoi? Bon, je sais que c'est au Sénat, ça se passe pas dans votre assemblée, mais vous en pensez quoi de la création de ce groupe En Marche? Emmanuel Macron cherche une force d'appoint au Sénat. À l'Assemblée, il a un groupe majoritaire à lui tout seul, plus de 300 députés. Au Sénat, c'est un peu compliqué. Ouais. Il sait très bien que la majorité, elle est républicaine puis centriste. Et qu'il essaye de voir comment il peut récupérer peut-être quelques sénateurs pour avoir ce groupe d'appoint. Les grandes manœuvres ont démarré avec en toile de fond les sénatoriales de septembre prochain, et pour lesquelles ils doivent dire à des sénateurs, attention, si vous voulez avoir une investiture, il faut venir en marche. Vous voyez, pourtant, on nous avait dit qu'avec Emmanuel Macron, c'était une nouvelle façon de faire de la politique. Tiens, ce ne sont pas des anciennes méthodes, ça ? Est-ce que vous craignez qu'il y ait aussi un groupe constructif au Sénat avec des sénateurs Les Républicains et UDI? Moi, je ne crains rien. Je suis très heureux qu'il y ait un groupe constructif à l'Assemblée nationale, puisque même si ça vous enlève dans votre groupe. D'abord, c'est un groupe. Nous sommes dans une opposition constructive avec des UDI, des Républicains, des Indépendants. Cette idée, elle suit celle que nous avons portée depuis 2012 à l'Assemblée nationale. Nous avons été une force de proposition constructive. Moi, je dis très simplement que tout ce qui ira dans le bon sens, on le votera. Mais nous serons libres de nous opposer lorsqu'il y a des textes qui affaibliront la France ou les Français. Et ils disent pareil, les constructifs. Comment? Ils disent pareil, les Non, constructifs. non, ils disent pas. Écoutez, vous savez, c'est au pied du mur qu'on voit les maçons. Moi, je suis désolé, j'ai vu entre 2012 et 2017 ce qui s'est passé. Au groupe UDI, on a voté 16 textes. Ils disent pareil, on verra dans les prochaines semaines ce qui se passera. Ne comptez pas sur moi pour une opposition destructive, par une opposition frontale, ça n'a plus de sens. Ça n'a pas de sens. Et en plus, nous avons pris l'engagement devant les Français. En revanche,
tout ce qui ira bien, ils seront là pour aider le gouvernement. Par exemple, il y aura une loi probablement annoncée d'habilitation des ordonnances pour les textes portant sur le travail. Habilitation du gouvernement, bien sûr. C'est ce qu'on avait dit derrière Alain Juppé pour la primaire de la droite et du centre. Après le contenu des ordonnances, on va regarder, on sera exigeant. On ne peut pas donner sa confiance comme ça, a priori. Sinon, ça veut dire qu'on devient un groupe de la majorité. Alors, le groupe PS à l'Assemblée nationale, qui s'appelle désormais Nouvelle Gauche, compte un député de moins, puisque Manuel Valls a décidé de quitter le Parti socialiste après 37 ans de bons et loyaux services pour rejoindre le groupe La République En Marche, ancien Premier ministre qui continue sur sa position. Il soutient Emmanuel Macron, le président de la République. Sophia Rousseau. C'est officiel, Manuel Valls quitte le Parti socialiste. Moi, je veux siéger au cœur de cette majorité par cohérence. Une partie de ma vie politique s'achève. Je quitte le Parti socialiste ou le Parti socialiste me quitte. Je constate avec beaucoup d'amertume, beaucoup de tristesse ce qu'est devenu le Parti socialiste. Maintenant, moi, je souhaite qu'une seule chose, c'est la réussite du quinquennat et la réussite de la France. En 2009 déjà, l'ancien leader des étudiants rocardiens veut refonder le PS et milite pour un changement de nom, sans succès. Candidat à la primaire de la gauche en 2011, Manuel Valls se démarque et crispe une partie de son camp. Nous devrons déverrouiller les 35 heures. Est-ce que nous pouvons nous permettre d'être sur des idées des années 70, 80 et 90 ? Non. En 2012, François Hollande, président, en fait son ministre de l'Intérieur, puis son Premier ministre 2 ans plus tard. Là encore, Manuel Valls surprend l'aile gauche de son parti. J'aime l'entreprise. J'aime l'entreprise. Avant de finalement démissionner en décembre 2016 pour se présenter à nouveau à la primaire de la gauche. Nouvel échec. Candidat aux législatives dans l'Essonne, La République En Marche lui refuse alors l'investiture du parti. Dans le même temps, le PS le menace d'exclusion. Manuel Valls, candidat sans étiquette, sera finalement élu de justesse dans l'Essonne. L'ancien Premier ministre indique ce matin qu'il quitte le Parti socialiste et siégera comme député apparenté au groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Un commentaire sur le mouvement de Manuel Valls ? Il y a longtemps qu'il voulait quitter le Parti socialiste, il voulait en changer de nom, mais là il a tiré les conséquences du fait qu'il n'ait pas été soutenu aux élections législatives. Et puis il a en mémoire les difficultés qu'il a eues avec le groupe socialiste à l'Assemblée nationale, les fameux 2-49-3, avec les frondeurs, vous savez, cette fameuse loi Macron, d'ailleurs, vous voyez, dont l'UDI qui était opposition constructive était prête à la voter pour une grande partie, ou la loi El Khomri. Bon, mais maintenant c'est un nouvel épisode. Il a failli se retrouver sur les bancs du non-inscrit. Bon, il a trouvé l'hébergement à la République En Marche. Il faudra qu'il y trouve sa place. Vous l'auriez hébergé sinon ? Si vous l'avez demandé ? Écoutez, on s'est opposé sur de nombreux sujets, même si on a un certain nombre de thèmes sur lesquels on a pu naturellement converger. Non, c'était pas d'actualité. C'était pas d'actualité. Jean-Pierre Raffarin, lui, quitte la vie politique, mais pas la vie publique. L'ancien Premier ministre renonce à la fin de son mandat de sénateur pour créer une ONG internationale en faveur de la paix. Celui qui s'est fait connaître, entre autres, pour certaines de ses formules choisies, qu'on a appelées Raffarinade, compte bien, justement, garder sa liberté de parole et continuer à dire ce qu'il pense. C'est une grosse perte pour la vie politique, Jean-Pierre Raffarin ? C'est un personnage qui aura marqué la droite et le centre. Il a été Premier ministre, on parlait des Raffarinades, il savait mettre de la bonne humeur, il savait aussi apporter du bon sens. C'était d'ailleurs quelqu'un très souvent invité sur les plateaux de télévision. On sait qu'il a beaucoup travaillé et œuvré pour aider Alain Juppé. Je trouve que c'est un beau geste de partir 3 ans avant la fin de son mandat. En plus, l'organisation non gouvernementale qu'il veut monter aura un rôle certainement, et donc je suis persuadé qu'il apportera le meilleur de lui-même. Ça fait partie aussi de ce renouvellement de la vie politique. C'est ce qu'il a dit. Et à défaut de Raffarinade, vous aurez peut-être des Mélenchonades à l'Assemblée nationale. Je laisse. Ça vous plaît, moi ? Non, mais moi, je n'oublie pas M. Mélenchon, vous savez, qui était tout gentil avec tout le monde, avec les journalistes, jusqu'au soir du premier tour. Et là, il a commencé à déraper très fort, car il ne reconnaissait pas sa victoire. Donc, en fait, chasser le naturel revient au galop, et on sait ce qu'il en devient pour Jean-Luc Mélenchon. Bon, vous préférez les Raffarinades, j'ai compris. Absolument, et pour la proximité intellectuelle et politique. Emmanuel Macron a convié Donald Trump à venir assister au défilé du 14 juillet à Paris. Les présidents français et américains qui se disent prêts à travailler à une réponse commune en cas d'attaque chimique en Syrie. Bonsoir Elisabeth Guedel, vous êtes notre correspondante à New York. Alors est-ce que Donald et Melania Trump vont accepter cette invitation française ?
Écoutez, en tout cas, c'est un rendez-vous qui peut plaire à Donald Trump. On connaît son admiration pour l'uniforme et les festivités et l'autorité militaire. Donc là, assister à un défilé, certainement avec la participation de troupes américaines sur les Champs-Élysées à Paris pour célébrer le centenaire de l'entrée en guerre des États-Unis aux côtés des Français. Évidemment, c'est tentant pour le président américain. Alors, Donald Trump a dit à Emmanuel Macron qu'il allait étudier la faisabilité d'un tel voyage. Vous savez, la relation entre les deux hommes est tout à fait nouvelle. Elle a plutôt bien commencé lors de l'élection d'Emmanuel Macron. Donald Trump l'avait félicité pour sa large victoire, mais depuis, ça s'est un petit peu rafraîchi avec la sortie des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Emmanuel Macron a invité les scientifiques américains à venir travailler en France et puis il a parodié le slogan de campagne de Donald Trump. Ce n'est pas passé inaperçu ici, rendre sa grandeur à notre planète. Alors on attend la réponse de la Maison-Blanche. Donald Trump pourrait peut-être ne la donner qu'après avoir rencontré Emmanuel Macron. Ce sera dans 10 jours lors du sommet du G20 en Allemagne. Merci beaucoup, Elisabeth Guedel, en direct de New York. Ce serait bien qu'il vienne, Donald Trump, le 14 juillet. Il faut parler à tous les géants de la planète, et en particulier à Trump, comme à Poutine, comme aux Chinois. Écoutez, j'espère que s'il vient à Paris, il y a un symbole. C'est cette COP21 où Trump, il y a quelques semaines, a expliqué qu'il partait. Alors c'est un engagement stratégique pour la planète. On verra le pouvoir des convictions d'Emmanuel Macron. J'espère qu'il saura le dire en langage direct, fort et franc, pour ramener les États-Unis dans le giron de la COP21. Vous pensez qu'il peut lui faire changer d'avis Écoutez, que Donald Trump peut avaler son chapeau? J'espère qu'il va essayer. En tout cas, je l'encourage 1000 fois à le faire. C'est bien qu'il l'invite pour la fête du 14 juillet, qui est la grande fête républicaine française. Et puis, on verra si, après cette venue de Donald Trump à Paris, si oui ou non, les États-Unis reviennent sur cette idée folle, alors que c'est un pays extraordinaire en termes de production industrielle, de ne pas vouloir tenir les engagements de protection de cette planète. C'est un enjeu vraiment considérable pour tout le monde. Vous savez, on parle souvent des migrants. Rien qu'avec les problèmes climatiques l'année prochaine, il y aura plus de 70 millions de personnes sur les routes. Donc vraiment, au-delà de ce rassemblement du 14 juillet, s'il a lieu, il y a un enjeu très fort et cet enjeu, il ne faut pas le louper. Alors il y a d'autres sujets sur la table, et notamment la Syrie, qui était à peu près l'objet de l'appel entre les deux présidents. Oui, parce qu'on ne peut pas laisser continuer ad vitam aeternam de façon permanente ce drame syrien qui se passe sous nos yeux. Et là encore, ça ne peut être que plusieurs pays qui interviennent, ça ne peut être que l'Europe, avec les pays naturellement du Moyen-Orient, comme on dit, les pays de la région, et bien sûr les Américains qui doivent être là. Alors, il y a un virus qui rappelle le WannaCry du mois de mai, une cyberattaque mondiale sans précédent qui a frappé l'Ukraine, mais aussi la France, l'Europe, les États-Unis, Saint-Gobain, Marès, Tchernobyl. Les cibles sont nombreuses. Sami Sfaxi nous raconte cette cyberattaque. C'est en Ukraine que les premières alertes ont été détectées. En début d'après-midi, le fonctionnement de plusieurs banques, métros et aéroports est perturbé. En cause, une nouvelle cyberattaque mondiale. Le mode opératoire semble être identique à celui mené il y a un peu plus d'un mois. Le virus serait la variante d'un ransomware capable de chiffrer et de rendre impossible l'accès à certains dossiers. À Tchernobyl, site ultra sensible et radioactif, le système automatique de contrôle des radiations a dû être stoppé. Plusieurs multinationales américaines sont concernées. En France, le géant du bâtiment Saint-Gobain a été infecté. Par mesure de sécurité, l'accès à son site a été totalement fermé. Sur les réseaux sociaux, de très nombreux clichés montrent les ordinateurs paralysés. Au mois de mai dernier, 300 000 terminaux avaient été infectés dans plus de 150 pays. Et le parquet de Paris a ouvert une enquête en France. Ça vous inquiète, ce genre de cyberattaque mondiale? C'est quelque chose de très grave et qui touche tous les pays du monde. Là, j'en appelle à une coopération, pas seulement européenne, mais mondiale. Parce que derrière ces attaques terribles, c'est l'activité économique. Et derrière l'activité économique, naturellement, c'est le chômage qui risque de rebondir encore. Vraiment. Qui fait ça, à votre avis? Comment? Qui fait ça? Écoutez, il faudra bien, d'une façon ou d'une autre, les débusquer. En tout cas, cette coopération, puisque Trump va venir à Paris, a priori, voilà encore un sujet à mettre sur la table. Un sujet à mettre sur la table du Conseil européen. On sait très bien qu'on n'est pas suffisamment équipé pour aller faire en sorte qu'on mette fin à ces attaques qui n'ont que trop duré, qui coûtent un argent fou aux entreprises et qui peuvent paralyser des administrations. On sait qu'également, il y a des récupérations d'informations tout à fait confidentielles. Donc, c'est la protection même des concitoyens et naturellement des pays du monde entier qui est en jeu. Et donc, c'est la raison pour laquelle cette coopération, je l'appelle de mes voeux et avec des résultats.
Et il y a des conséquences très concrètes. Par exemple, la centrale nucléaire de Tchernobyl qui a été forcée de revenir à des mesures manuelles de niveau de radioactivité. Ce sont des conséquences graves. Mais oui, parce qu'en fait, on sait très bien que le numérique et donc l'informatique s'est installé dans tout, donc toutes les commandes passent par là. Et donc, si, évidemment, il y a des virus qui rentrent dans toutes ces connexions, ça peut être aussi un bloc opératoire dans un hôpital. Ça peut être des calculateurs. On sait très bien qu'on a besoin de calculateurs électroniques, notamment dans l'aéronautique. Bref, vraiment, les conséquences sont terribles, puisqu'on sait que maintenant, nous sommes tous liés, les uns et les autres, à l'informatique, au numérique et au réseau, naturellement. Donc là, il y a un plan à monter en urgence de recherche. Et, naturellement, pour aller traquer ceux qui conduisent ces opérations-là, mais simplement qu'on sache mieux se protéger, mieux protéger jusqu'à nos ordinateurs personnels. Merci beaucoup Philippe Vigier. Merci Merci d'être venu sur le plateau de CNews. Le Grand JT, ça continue dans un instant, juste après la pause. À tout de suite.